Croyez-vous vraiment reconnaître les personnes toxiques autour de vous? Vous pensez savoir repérer ceux qui vous font du mal, ceux qui drainent votre énergie, ceux dont la présence est lourde? Mais si je vous disais que le véritable danger n'est pas celui qu'on voit venir, mais celui qui sourit gentiment, celui qui se cache derrière un masque de douceur et qui envahit discrètement votre esprit avec ses propres ténèbres? Nous vivons à une époque où l'ouverture aux autres est perçue comme une force. Être empathique, généreux, disponible est souvent présenté comme le signe d'une maturité émotionnelle exemplaire. Pourtant, dans cette course à l'empathie, combien de fois avez-vous ignoré vos propres limites? Combien de fois vous êtes-vous senti submergé, vidé, sans même comprendre pourquoi? Carl Jung, l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle, a consacré sa vie à explorer les mystères profonds de l'esprit humain. Dans son ouvrage « L'âme et l'inconscient », il met en garde contre un danger insidieux, celui d'absorber, sans même le réaliser, l'inconscient des autres. Imaginez un instant que les émotions que vous ressentez ne vous appartiennent pas entièrement, que la fatigue psychologique, la confusion ou la culpabilité que vous éprouvez soit en réalité le résultat d'une invasion silencieuse venue de l'extérieur. Jung appelle cela une projection inconsciente. Quand quelqu'un refuse de voir ses propres blessures, ses frustrations ou ses peurs, il les projette automatiquement sur quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, c'est souvent vous. Mais comment détecter ces dynamiques toxiques qui se déguisent derrière des sourires bienveillants ou des regards innocents? Comment se protéger de ces personnes émotionnellement dangereuses dont les ombres envahissent peu à peu notre vie? Aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître clairement ces personnalités pour enfin reprendre le contrôle de votre propre réalité psychique. Imagine quelqu'un qui te fait culpabiliser sans jamais hausser le ton. Quelqu'un qui te fait douter de toi alors que tu n'as rien fait de mal. Quelqu'un qui t'emmène tout doucement dans un drame qui n'est pas le tien. Tu penses l'aider, tu penses être fort, être présent, faire preuve d'empathie. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu es en train de t'enfoncer dans une histoire psychique qui ne t'appartient pas. Bienvenue dans le monde de l'inconscient manipulateur. Ce type de personne ne manipule pas de façon calculée, il ne conspire pas, il ne joue pas un jeu volontairement. Non, il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Carl Gustav Jung l'avait anticipé depuis longtemps. Ce que nous ne confrontons pas en nous, nous le rencontrons sous la forme du destin. Et parfois, ce destin a un prénom, un visage familier. Il partage même peut-être ta table. L'inconscient manipulateur est une personne dominée par ses blessures non résolues, ses traumatismes refoulés, ses émotions fragmentées. Plutôt que d'aller explorer cette obscurité en lui, il la projette à l'extérieur, sur toi, sur les autres, comme un peintre aveugle jetant ses couleurs au hasard, mais en exigeant que ce soit toi qui donne un sens à son chaos. Tu deviens alors le miroir, le bouc émissaire, le sauveur, tout sauf une personne réelle. Et c'est là que le piège se referme. Tu crois aider, tu crois comprendre, tu te dis « c'est parce qu'il souffre, je peux supporter ». Mais peu à peu, tu t'effaces, tu doutes, tu te demandes « est-ce que j'ai été trop dur? Est-ce que j'ai dit quelque chose de blessant? Et si c'était moi le problème ?» Et pendant que tu cherches des réponses dans ton propre cœur, lui continue d'écrire le scénario à ta place. Un scénario où tu es le méchant ou le sauveur, mais jamais toi-même. Jung l'avait clairement exposé, la projection crée une forme de cécité psychique. On ne voit plus l'autre pour ce qu'il est. On le transforme en symbole de ce qu'on refuse de voir en soi. L'inconscient manipulateur vit dans cette projection permanente. Il ne voit pas ta réalité, il te voit comme une partie perdue de lui-même. Et il réagit à cette illusion, comme si c'était réel. Souvent, ces personnes paraissent fragiles, touchantes, intenses. Elles pleurent. Elles cherchent de l'écoute, elles te font sentir spécial, nécessaire. Et toi, tu veux comprendre, tu veux aider. Mais ce que tu fais en réalité, c'est te sacrifier. Tu offres ton équilibre psychique pour sauver quelqu'un qui refuse de plonger dans son propre abîme. Et plus tu donnes, plus tu t'éloignes de toi. Car le lien que crée un inconscient manipulateur est tout sauf authentique. Ce n'est pas toi qu'il aime, ce n'est pas à toi qu'il parle. C'est à son reflet déformé, à ce qu'il ne supporte pas de voir dans sa propre psyché. Et voici la vérité la plus dérangeante. Plus tu es empathique, plus tu es en danger. Parce que l'inconscient manipulateur ne force pas la porte, il entre par la faille de ton cœur. Alors comment t'en protéger ?
Il faut d'abord ouvrir les yeux, reconnaître les schémas, sentir quand une émotion t'est imposée, quand une souffrance t'est injectée, se demander ce que je ressens en ce moment, est-ce vraiment à moi? Et surtout comprendre que tu n'as pas à porter ce qui ne t'appartient pas. Car tant que tu joues un rôle dans le théâtre inconscient de l'autre, tu abandonnes ton propre scénario. Tu veux aider? Commence par rester ancré. Tu veux aimer? Apprends à te préserver. Tu veux guérir? Ne laisse plus personne écrire ta douleur à ta place. La conscience, disait Jung, est la seule arme contre l'invasion de l'ombre. Et ce n'est qu'en la cultivant que tu pourras poser enfin la question qui change tout. Suis-je encore moi, ou suis-je devenu le personnage d'un drame qui ne m'appartient pas? Il est charmant, toujours bien habillé, toujours souriant, il dit ce qu'il faut dire, au bon moment, jamais un mot de travers, jamais une émotion mal placée. Tout semble parfait. Et c'est précisément ce qui devrait t'inquiéter, car derrière cette perfection se cache peut-être le porteur de persona, l'un des masques les plus trompeurs que Jung ait identifié. Mais d'abord, qu'est-ce que cette fameuse persona? Dans la pensée de Carl Jung, la persona est le masque social, celui que nous portons tous pour survivre dans le monde, pour être accepté, compris, intégré. C'est le rôle, l'enseignant, le parent, l'ami, le chef, le collègue idéal. Et ce masque en soi n'est pas un mal, il est même nécessaire. Mais lorsque ce rôle devient l'unique identité, lorsqu'on se confond totalement avec ce que les autres attendent, alors quelque chose d'essentiel meurt à l'intérieur. Le porteur de persona n'est plus une personne, il est une vitrine, une représentation, une silhouette bien dessinée, mais creuse. Tu le reconnais peut-être, c'est cette personne avec qui tout est bien, mais rien n'est vrai. Les conversations sont fluides, mais jamais profondes. Tu ris avec elle, mais tu ne ressens rien. Tu sens qu'un mur est là, invisible mais total. Et toi, tu restes à la porte. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que quelque chose sonne faux. Parce que ce qui est derrière ce masque est verrouillé, par peur, peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur d'être vu. Alors le porteur de persona surcompense. Il devient le parfait collègue, le partenaire idéal, le modèle à suivre. Et dans cette performance, il se perd. Jung disait « La persona est ce que quelqu'un n'est pas, mais ce que lui et les autres pensent qu'il est. » Autrement dit, c'est un mensonge collectif. Et ce mensonge, à force d'être joué, devient réel. Pas parce qu'il est vrai, mais parce que plus rien d'autre ne s'exprime. Ce qui est spontané, ce qui est vulnérable, ce qui est vrai, est exilé dans l'inconscient. Et ce refoulement, tôt ou tard, a un prix. Parce que tout ce qu'on refoule se transforme en ombre. Et l'ombre ne dort jamais longtemps. Vivre aux côtés d'un porteur de persona peut sembler confortable au début. Tout est sous contrôle, rien ne déborde, aucun conflit. Mais très vite, tu sens que tu étouffes. Tu ne peux pas être toi. Tu dois toi aussi jouer un rôle, t'adapter, sourire, te conformer. Et sans t'en rendre compte, tu deviens acteur dans une pièce que tu n'as pas choisie. Et si un jour tu oses sortir du script, exprimer une émotion forte, une faiblesse, une colère, alors le porteur de persona panique, il se ferme, il fuit, il se braque. Pourquoi? Parce que ta vérité menace sa façade. Ta spontanéité révèle son vide. Et ça, il ne peut pas le tolérer. Jung avertissait, plus l'on s'identifie à la persona, plus le vrai soi se meurt. Et ce qui meurt en lui finit par empoisonner ceux qui l'entourent. Tu commences à douter de ta propre authenticité, à te censurer, à devenir toi aussi lisse, impeccable, conforme, jusqu'au jour où tu ne sais plus « est-ce que je vis ou est-ce que je performe ?» Car vois-tu, la persona est contagieuse. Et vivre avec un porteur de persona, c'est comme habiter un théâtre. On y applaudit, on y sourit, mais jamais on y respire. Et pourtant, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un manipulateur volontaire, c'est un être qui a eu trop peur d'être lui-même, un être qui s'est coupé de sa propre humanité pour survivre dans le regard des autres. Mais toi, tu n'as pas à endosser ce rôle. Tu n'as pas à devenir l'ombre docile de cette façade. Tu peux choisir autre chose, le vrai, le brut, l'imparfait, le vivant. Et peut-être qu'en incarnant ta propre vérité, tu lui offriras à lui aussi une échappatoire. Ou bien tu partiras. Mais dans les deux cas, tu resteras toi. Et ça,
c'est déjà un acte de rébellion contre tous les masques du monde. Il est toujours calme, toujours poli, toujours raisonnable. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais un débordement, jamais une crise. Et pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Tu ne saurais dire quoi, mais tu le sens. Un poids dans l'air, une tension invisible, comme si, derrière cette façade parfaite, quelque chose retenait sa respiration. Et tu as raison, car tu es face à un propriétaire de l'ombre réprimée. Carl Gustav Jung l'a longuement étudié. L'ombre, ce qu'on cache, ce qu'on refuse de voir, ce qu'on enterre dans les profondeurs de notre inconscient. Mais l'ombre ne disparaît pas, jamais. Elle attend. Et plus on la nie, plus elle s'épaissit, jusqu'au jour où elle revient. Pas en demandant poliment, mais en explosant. Le propriétaire de l'ombre réprimée est celui qui a appris à être parfait, à toujours faire ce qu'il faut, à ne jamais déranger. Mais pour cela, il a dû sacrifier quelque chose, ses émotions, ses instincts, ses désirs. Tout ce qui déborde a été rangé, enfoui, verrouillé. Il a appris que la colère est mauvaise, que la tristesse est une faiblesse, que le désir est honteux. Alors il a tout enfoui dans un sous-sol psychique et il a jeté la clé. Mais voilà, rien de ce qu'on refoule ne disparaît vraiment. Ça s'accumule, ça fermente, ça se transforme et l'ombre grandit. Jung disait « L'ombre est tout ce que l'on refuse de reconnaître en soi, mais qui finit par se manifester dans notre vie. Et quand elle se manifeste, ce n'est jamais doux. » Le propriétaire de l'ombre réprimée peut être ce collègue modèle qui un jour explose pour une broutille, ce parent admirable qui devient glacial dès qu'une émotion forte entre dans la pièce, ce conjoint aimant qui te juge brutalement dès que tu oses être vulnérable. Ce n'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il ne supporte plus ce que tu incarnes, Ce qu'il a dû étouffer en lui. Car voilà la vérité brutale. Ce que quelqu'un ne s'autorise pas à ressentir, il finit par le haïr chez les autres. La personne qui a réprimé sa rage déteste ceux qui se mettent en colère. Celle qui a refoulé son désir méprise la sensualité. Celle qui a étouffé ses failles méprise la faiblesse. Et ainsi, tu te retrouves face à quelqu'un de dur, de froid, de critique. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'en apparence, tout va bien. Mais dans l'invisible, ça déborde. Jung avertissait, plus la persona est forte, plus l'ombre est profonde. Autrement dit, plus quelqu'un semble sous contrôle, plus il est au bord du gouffre. Et tu le sens. Ce moment étrange où la personne se raidit pour un détail, où un regard devient glacial, où un silence s'épaissit sans raison, c'est l'ombre qui remonte. Et toi, tu marches sur une mine émotionnelle. Tu fais attention à tout, tu t'adaptes, tu évites les sujets sensibles, tu disparais un peu à force de vouloir apaiser. Mais voilà le paradoxe. Ce n'est pas toi le problème. Tu n'as rien fait. Tu es juste trop vivant. Pour quelqu'un qui passe sa vie à s'anesthésier. Vivre aux côtés d'un propriétaire de l'ombre réprimée, c'est comme vivre dans une maison où les murs sont impeccables, mais où une fuite silencieuse ronge les fondations. Un jour ou l'autre, tout s'effondre. Et le plus triste, c'est que cette personne pourrait être libre. Parce que l'ombre, ce n'est pas que du poison. Jung insistait, l'ombre ne contient pas seulement ce qu'il y a de mauvais en nous, elle renferme aussi notre puissance inexplorée, notre créativité refoulée, notre vitalité niée. Ce que le propriétaire de l'ombre réprimée refuse de regarder pourrait devenir sa force. Mais à force de vouloir rester bien, il reste vide. Et toi, tu n'es pas obligé de payer le prix de son refoulement. Tu peux être un miroir, oui, mais pas un réceptacle. Tu peux montrer sans absorber, aimer sans t'effacer, rester vivant, même face à celui qui a renié sa propre vie intérieure. Parce qu'au fond, l'ombre ne veut pas détruire,
elle veut être intégrée. Et tant que ce travail n'est pas fait, elle continuera d'éclater au mauvais moment sur les mauvaises personnes, peut-être sur toi. Alors sois attentif. Et surtout, n'éteins jamais ta lumière pour ménager l'ombre des autres. Il ne crie pas. Il ne menace pas. Il te regarde simplement avec déception. Et tu sens en toi quelque chose se contracter, une honte diffuse, une envie de te justifier sans savoir pourquoi. Tu n'as pas transgressé la loi, tu n'as blessé personne, mais tu viens de déclencher le jugement silencieux du contrôleur moral. Ce n'est pas un bourreau comme les autres, il ne porte pas d'armes, il ne lève pas la voix. Il brandit quelque chose de bien plus tranchant, la vertu. Carl Jung l'avait vu venir, ce masque de pureté absolue, de rigueur morale inébranlable, de supériorité éthique, n'est souvent qu'un camouflage. Une forteresse érigée, non pour guider, mais pour fuir sa propre ombre. Le contrôleur moral n'a pas intégré ses désirs, ses contradictions, ses pulsions humaines. Il les a enfouies, niées, méprisées. Et comme le disait Jung, plus vous refoulez votre ombre, plus elle cherche un terrain sur lequel se projeter. Et ce terrain, c'est toi. Tout ce qu'il refuse de voir en lui-même, il le traque dans ta vie. Tes choix, ton comportement, ton langage. Ta liberté, pour lui, devient une menace. Tu souris trop fort, tu es léger, tu vis avec passion, sensualité, audace. Tu n'es pas moralement correct, tu es dangereux. Mais attention, il ne te le dira pas frontalement, il soupirera, il t'adressera une remarque bienveillante. Il te parlera de ce qui est juste, ce qui se fait, ce que tu devrais comprendre, et tout cela pour te faire douter. Le contrôleur moral est convaincu de détenir la vérité, pas une vérité universelle, sa vérité. Et il veut que tu l'intègres, que tu t'y soumettes, pas par la force, par la culpabilité. Il dira, c'est pour ton bien, un jour tu comprendras, quelqu'un doit te montrer le bon chemin. Mais ce chemin n'a rien d'un éveil, c'est une prison. Et le plus toxique, c'est que cette prison, tu finis par la construire toi-même. Tu t'auto-surveilles, tu t'auto-censures. Tu refoules ce qui en toi déborde, vibre, respire. Et à force de vouloir être bien, tu t'oublies. Tu t'ajustes à une morale qui n'est pas la tienne. Tu deviens sage, mais éteint. Jung était clair. Le moralisme excessif est souvent l'ombre déguisée. Celui qui prétend incarner la lumière refuse de voir ses ténèbres. Le contrôleur moral n'est pas un guide, c'est un fuyard. Il ne t'élève pas, il te discipline. Et derrière chaque règle, chaque dogme, chaque impératif, il y a une peur, celle d'être submergé par ce qu'il ne comprend pas en lui-même. Et cette peur, il te la transmet. Subtilement, insidieusement, tu ne vis plus. Tu cherches à être bon, mais bon selon qui? Selon quoi? Ta vie devient une performance éthique, un théâtre de vertu où chaque écart est passible de honte. Mais voici la vérité. Tu n'es pas là pour incarner l'idéal d'un autre, et encore moins pour porter sa culpabilité déguisée en morale. Tu peux faire le bien sans être formaté. Tu peux être juste sans être figé. Tu peux être libre sans être coupable. Et surtout, tu as le droit de dire non. Non à cette voix qui veut te modeler. Non à cette morale rigide qui refuse la complexité humaine. Non à ceux qui se disent purs, mais vivent dans la peur de leur propre ombre. Parce qu'au fond, comme le disait Jung, l'individuation ne peut naître que là où l'on accepte d'être entier et non simplement bon. Alors sois entier, insolent parfois, inconfortable peut-être, mais vivant, entier. Et face au contrôleur moral, souviens-toi, la lumière n'a pas besoin d'autorisation pour briller. Un jour, il t'enlace. Il te dit que tu es la personne la plus précieuse de sa vie. Le lendemain, il t'ignore,
Ou pire, il t'accuse. De quoi? Tu ne sais même pas. Mais son regard a changé. Tu as l'impression d'avoir déclenché une bombe. En respirant. Bienvenue dans le monde du complexé. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité psychique que Carl Jung a nommée et analysée avec une précision effrayante. Le complexe est une force autonome, nichée dans l'inconscient. Un noyau émotionnel chargé de mémoire, de douleur, d'histoire, et surtout capable de prendre le contrôle. Le complexé n'est pas fou, il est prisonnier. Possédé, parfois, par des fragments de son passé non digérés. Un mot, un geste, une absence de ton. Et soudain, tu n'es plus toi. Tu deviens le reflet d'un abandon, d'un rejet, d'une blessure ancienne. Et le plus cruel, c'est que lui non plus ne comprend pas ce qui se passe. Il réagit comme si quelque chose en lui avait pris le volant. Jung écrivait « Les complexes sont des personnalités partielles qui vivent dans l'inconscient, avec leurs propres émotions, leurs propres désirs, leur propre logique. Tu peux être en train de partager un moment de tendresse, et soudain, tu dis quelque chose d'inoffensif. Mais chez lui, une alarme invisible se déclenche. Le passé revient. Le réel se dissout. Et tu te retrouves face à un visage que tu ne reconnais plus. Tu veux comprendre, tu veux t'excuser, tu veux réparer. Mais comment réparer un miroir que tu n'as jamais brisé? Car c'est ça, le piège du complexé. Tu paies pour des blessures que tu n'as pas causées. Et comme il ne sait pas d'où viennent ces émotions, il te les attribue. Si tu te montres distant, il revit l'abandon. Si tu prends ta place, il ressent l'humiliation. Si tu es heureux sans lui, il entend le rejet. Et toi, tu deviens l'ennemi ou le sauveur. Parfois les deux, dans la même heure. La relation devient un champ de mines émotionnelles. Tu apprends à éviter certains sujets, à t'adapter, à marcher sur des œufs, à deviner l'état du jour, comme on consulte la météo. Tu te demandes constamment, vais-je déclencher la tempête aujourd'hui? Et pourtant, ce n'est pas toujours l'enfer. Parfois, il est doux, présent, aimant. Et c'est là le piège le plus subtil. Tu te dis, il n'est pas toujours comme ça, et tu restes. Parce que ces instants lumineux existent, mais ce sont des accalmies, pas la paix, des respirations entre deux vagues. Et au fond, quelque chose en toi s'épuise. Tu doutes de toi, tu doutes de ce que tu ressens. Tu acceptes l'inacceptable au nom de l'amour, de la patience, de la compréhension. Mais Jung l'avait averti. Ce que vous ne rendez pas conscient vous contrôle, et vous l'appellerez destin. Être proche d'un complexé, c'est vivre avec une instabilité permanente. Ce n'est pas lui qui parle, parfois. Ce sont ses fantômes. Et plus tu essaies de les apaiser, plus tu oublies que ce ne sont pas les tiens. Tu ne peux pas guérir à sa place. Tu ne peux pas désamorcer chaque explosion. Et tu ne peux pas te perdre pour que l'autre se sente trouvé. Il y a une vérité difficile à accepter. Aimer quelqu'un ne suffit pas. Surtout quand ce quelqu'un est dominé par des forces qu'il refuse de voir. Le complexé n'est pas coupable, mais il est responsable. De faire face à ses blessures, de chercher la lumière au lieu d'accuser l'ombre. Et toi, tu as le droit de dire « je t'aime », mais pas au prix de ma paix. Parce qu'au fond, ce que tu ressens là, cette fatigue, cette confusion, cette perte de repères, ce n'est pas ton histoire, ce sont ses complexes. Et tu n'es pas obligé de les porter, tu peux tendre la main, mais tu n'as pas à te noyer. Et si tu veux rester entier, il faut parfois s'éloigner de ceux qui n'ont jamais appris à se contenir. Jung nous rappelle que l'individuation, ce processus d'unification de soi, demande de voir nos ombres pour cesser de les projeter. Alors, demande-toi, est-ce que j'aime une personne ou est-ce que j'essaie de survivre à ces tempêtes? Parce que l'amour vrai ne devrait pas ressembler à un ouragan. Il ne te crie pas dessus, il ne te frappe pas, il ne te trahit même pas. Mais chaque fois que tu passes du temps avec lui, tu ressors vidé, épuisé, comme si une partie de ton énergie s'était évaporée, sans bruit. Tu n'as pas eu de dispute, il t'a même remercié, il t'a regardé avec reconnaissance. Et pourtant, quelque chose en toi s'éteint. Bienvenue dans le territoire du vampire psychique. Ce type de personne ne se nourrit pas de sang. Elle se nourrit de présence, de ton attention, de ta compassion, de ton énergie vitale.
Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un manipulateur froid. C'est souvent quelqu'un qui souffre, oui, mais qui refuse de guérir, et qui, à la place, s'accroche à toi comme à une perfusion émotionnelle. Carl Gustav Jung ne parlait pas de vampire au sens propre, mais il connaissait parfaitement ce type de dynamique. Il l'appelait la relation symbiotique non résolue. Ce lien toxique où l'un des deux ne se vit plus comme une personne complète, mais comme un appendice de l'autre. Et toi, dans cette équation, tu deviens ce pilier, ce refuge, cette béquille permanente. Pas par choix, mais par usure. Au début, tu veux aider, tu écoutes, tu consoles, tu donnes, mais petit à petit, tu t'effaces, tu ne parles plus de toi, tu n'oses plus dire non, parce que chaque distance déclenche une crise, chaque limite est vécue comme une trahison, chaque silence comme un abandon. Et alors tu restes, tu t'adaptes, tu offres ton temps, ton énergie, ton sommeil parfois. Tout ça pour éviter le drame, pour ne pas faire de mal. Mais le mal est déjà là, silencieux, profond, constant. Jung disait « Ce que l'on refuse d'intégrer en soi, on cherche à combler à travers l'autre. » Et le vampire psychique, lui, cherche à se remplir. Mais il est comme un puits sans fond. Peu importe ce que tu donnes, ce n'est jamais assez. Et le plus pernicieux, c'est que tu culpabilises. Tu te dis « Il souffre, je dois être patient. C'est moi qui manque de cœur. » Mais non, ce n'est pas ton rôle de porter une âme que l'autre refuse d'habiter. Ce n'est pas ta mission de combler ce qu'il n'a jamais essayé de guérir. Ce n'est pas de l'amour si ça t'épuise. Parce que voilà ce que le vampire psychique fait de mieux. Il inverse les rôles. Il devient la victime, puis le juge, le blessé, puis le bourreau passif. Et toi, tu ne sais plus. Suis-je gentil ou complice ? Suis-je généreux ou en train de me sacrifier ? Il y a des relations qui tuent sans cri, des liens qui rongent doucement, comme l'eau sur la pierre. Et celle-ci en est une. Tu n'es pas dur si tu prends de la distance. Tu n'es pas égoïste si tu préserves ton énergie. Tu es vivant, et tu as le droit de le rester. Le vampire psychique n'a pas besoin de ton sauvetage. Il a besoin de sa propre conscience. Et toi, tu as besoin d'un espace où ton énergie peut circuler, pas être absorbée. Jung rappelait que le chemin vers l'individuation, vers la complétude, passe par la séparation d'avec ce qui nous envahit. Et parfois, cela implique de s'éloigner, de couper le lien, même si l'autre pleure, même si l'autre t'accuse, parce que tu ne pourras jamais remplir le vide d'une personne qui a fait du vide son identité. Et au fond, la question n'est pas « l'aime-t-on ?» mais « peut-on encore s'aimer soi-même en restant si près de lui ?» Si la réponse est non, alors tu sais ce que tu dois faire. Parce que l'amour, le vrai, ne te vide pas. Il t'agrandit. Il ne suce pas ta lumière. Il la célèbre. Et ça change tout. Tu as rencontré l'inconscient manipulateur, celui qui te fait douter de toi sans jamais lever la voix. Tu as croisé le porteur de persona, l'être parfait en surface, mais vide à l'intérieur. Tu as peut-être ressenti l'impact du propriétaire de l'ombre réprimée, ce calme apparent qui dissimule une rage prête à exploser. Tu t'es peut-être heurté au contrôleur moral qui te juge au nom du bien, mais fuit sa propre vérité. Tu as marché sur des œufs avec le complexé, celui qui vit en réaction à ses blessures sans même s'en rendre compte. Et tu as peut-être été vidé, épuisé par le vampire psychique, celui qui ne cherche pas à t'aimer, mais à se nourrir de ton énergie. Ces 6 profils ne sont pas des monstres. Ce sont des mécanismes inconscients, des zones d'ombre que nous portons tous, parfois. Et c'est là que réside la leçon essentielle. Ce que nous refusons de voir en nous contrôle notre vie. Mais ce que nous nommons, ce que nous rendons conscient, nous libère. Reprendre le contrôle de son énergie psychique, ce n'est pas devenir invulnérable, c'est devenir lucide. C'est savoir dire « ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas ma tempête, je ne suis pas le réceptacle de ton inconscient ». La véritable liberté commence
quand on cesse d'être l'écho des ombres d'autrui. Alors maintenant, je te pose une question, pas pour juger, pas pour accuser, mais pour éclairer. Laquelle de ces personnalités as-tu déjà affrontée? Et laquelle, honnêtement, se cache peut-être en toi? Prends un moment, rédige-le dans les commentaires, parce que ce partage peut ouvrir des yeux, les tiens, et ceux de ceux qui te lisent. Et si ce voyage t'a parlé, si tu sens que quelque chose a bougé en toi, alors tu n'as encore rien vu. Dans notre prochain épisode, nous verrons comment sortir définitivement de ce piège inconscient, comment reconstruire une identité qui n'est pas faite de projections, de masques ou de blessures recyclées. Alors, si tu veux continuer ce chemin, doucement, lucidement, abonne-toi, pas par réflexe, mais parce que ce voyage intérieur ne fait que commencer. On se retrouve très bientôt, et d'ici là, n'oublie jamais, ta lumière ne dépend de personne.